Bonjour à tous. Nous sommes de retour, en direct de Grenade, l'île des Caraïbes orientales. Nous poursuivons notre analyse de Hashnet. Il s'agit de ma troisième et dernière vidéo consacrée à l'enquête que nous menons sur cette société de minage de crypto-monnaies. Commençons. Je vous apporte quelques informations intéressantes. J'ai également décidé de contacter le service d'assistance. Il est très important de comprendre que, si le support est disponible en temps réel, nous pouvons aussi avoir l'assurance de pouvoir communiquer avec les responsables de l'entreprise. C'est un point essentiel, savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour répondre à nos questions et nous accompagner face aux problèmes ou aux situations qui peuvent se présenter au fil du temps. Cela renforce également la crédibilité de l'entreprise. Mais, en réalité, c'est une entreprise encore jeune. Je le répète, elle n'a que 4 ans d'existence. Mais disposer d'un service d'assistance opérationnelle est vraiment un excellent point. Nous allons également nous intéresser au mot Hashnet par curiosité et en analyser la signification. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un mot composé et vous verrez que son sens est particulièrement intéressant. Ensuite, nous reviendrons sur le sujet dont nous avons parlé hier. Nous allons mener une enquête afin de découvrir qui se cache derrière Hashnet en tant qu'entreprise, c'est-à-dire quelle est l'entité. Quelles sont les organisations qui se trouvent derrière cette société? Où elles sont établies? Et nous parlerons également un peu du PDG, en nous appuyant sur les informations publiques disponibles. Point très important, si le temps nous le permet, nous effectuerons également un test de retrait depuis la plateforme, c'est-à-dire depuis le back-office vers mon portefeuille électronique personnel, en dehors de l'entreprise. Si nous avons le temps, nous le ferons aujourd'hui. Sinon, ce sera dans la prochaine vidéo et je vous présenterai les résultats. Nous sommes donc prêts. Je pense que cette session durera environ une demi-heure, peut-être un peu plus. Ce sera une session particulièrement intéressante. Je vais partager avec vous des informations que chacun peut vérifier sur Internet, sans aucune difficulté, puisqu'il s'agit d'informations publiques. Il n'y a rien de confidentiel. Vous pourrez effectuer vos propres recherches. Sans plus attendre, commençons. Commençons par cette curiosité, que signifie le mot Hashnet du point de vue de la marque et de la technologie. C'est un nom qui possède une signification très cohérente, même si l'entreprise ne publie aucune définition officielle de ce nom dans ses documents juridiques formaux. Nous pouvons toutefois le décomposer, puisqu'il s'agit clairement d'un mot composé. La marque est formée de 2 éléments. En informatique et en cryptographie, un hash est le résultat d'une fonction mathématique qui transforme n'importe quelle donnée en une suite unique de caractères .r. Le hash est une technologie fondamentale pour la blockchain, le Bitcoin, la cryptographie, les signatures numériques, la vérification de l'intégrité des fichiers et la sécurité informatique. On trouve également des exemples dans les dictionnaires étymologiques en ligne OneLipiano. Par exemple, si vous saisissez YK Hello World Hard, un algorithme SHA-256 génère un code totalement différent. Ce code est relativement long et c'est précisément ce que l'on appelle un hash point. Dans la blockchain, pratiquement tout repose sur les fonctions de hachage. Les blocs contiennent des hash points Les transactions contiennent également des hash points et les signatures utilisent, elles, aussi des hashes. Le minage consiste précisément à trouver un hash qui respecte certaines conditions. C'est pourquoi, pour toute personne familiarisée avec le Bitcoin, le mot hash évoque immédiatement la sécurité, la cryptographie, la blockchain, le minage et l'intégrité des données. Le mot INET, abréviation anglaise de e-network, désigne un réseau informatique distribué. C'est un terme utilisé depuis des décennies dans le monde d'Internet et des technologies. Alors, que pouvons-nous dire? Que Hashnet signifie littéralement un réseau de hash. Ou, d'une manière plus naturelle, nous pourrions également dire qu'il s'agit d'un réseau cryptographique, autrement dit d'un réseau de minage, reposant sur des fonctions de hachage. Du point de vue du branding, si j'étais consultant en images de marque, j'interpréterais Hashnet comme un réseau technologique fondé sur la cryptographie et la blockchain. C'est un nom court, facile à retenir, international, étroitement associé au Bitcoin, et je pense qu'il transmet parfaitement cette identité technologique.
Ce nom est-il adapté à une entreprise de minage? Absolument. Il est parfaitement adapté. En effet, le minage de Bitcoin dépend directement de la puissance de calcul nécessaire pour produire des hashes grâce à l'algorithme SHA-256. D'ailleurs, la puissance de minage se mesure précisément en térahash, pétahash ou exahash. Les hashes correspondent au nombre de calculs de hachage effectués chaque seconde. Toute l'industrie du minage parle donc constamment de hash point de la norme des répartables ici. Soli. Et les qui il dit hash. Ouais. Lorsqu'une entreprise affirme, par exemple, disposer d'une puissance de 8,2 terahash par seconde, cela signifie qu'elle réalise 8,2 billions de hash chaque seconde. C'est pourquoi le nom Hashnet est particulièrement cohérent pour une entreprise spécialisée dans le minage et la blockchain. Point. Je n'ai absolument aucun doute à ce sujet, et je pense que ce nom correspond parfaitement à l'entreprise que nous analysons. Deuxièmement, je me suis permis d'écrire au service d'assistance ce matin même afin d'apporter un élément supplémentaire à cette vidéo. Point. J'ai envoyé mon message au support à 8h57 ce matin, heure d'été. Point. N'oubliez pas que nous nous trouvons sur une île des Caraïbes. Point. Il était donc 8h57. J'ai écrit « Yoga, good morning. I want to know if support is available every day in real time. » Autrement dit, « Yobe, bonjour. Je voudrais savoir si le service d'assistance est disponible en temps réel tous les jours. » Et à ma grande surprise, à 10 heures du matin, soit un peu plus d'une heure plus tard, j'ai reçu une réponse. J'ai reçu un message d'Irène de l'équipe d'assistance Poitiers. Elle a écrit « Yobe, cordiales salutations. Merci de nous avoir écrit. Merci de nous avoir contactés. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Cordialement, Irène. Équipe d'assistance. Yo. Alors, la famille, le service d'assistance, fonctionne réellement. Point. Je n'ai plus aucun doute sur le fait que ces personnes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à toute personne qui leur écrit. L'adresse électronique est affichée ici. Je vais également vous la montrer. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site officiel. support@hashnet.ai. Meito, support@hashnet.ai. Parfait. Wanneman, Niwell. Wanne se passe sur lui. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Poursuivons maintenant. Il reste moins d'une minute avant que mon portefeuille soit disponible pour effectuer des transactions. Pendant que nous enregistrons cette vidéo, je me trouve dans mon back-office. Rappelez-vous qu'hier, j'ai activé mon portefeuille Bitcoin afin de pouvoir effectuer une transaction, c'est-à-dire un retrait. Même si cela peut sembler n'être qu'un détail, cela vous permet de voir concrètement comment tout fonctionne. Mon back-office continue de fonctionner parfaitement. À cet instant, mon solde est déjà de 0,00004 BTC, ce qui correspond à environ 2,87 $. Hier, il était d'environ 2,60 $ et quelques centimes. Nous sommes maintenant à 2,87 $, tout près des 3 $ pesos. Et ma commission continue d'augmenter. De nouvelles personnes rejoignent encore notre réseau. Nous leur souhaitons la bienvenue, nous les remercions d'être avec nous, et nous sommes convaincus que nous construirons ensemble une grande équipe. J'en profite également pour vous inviter à rejoindre notre équipe Golden Family, où vous bénéficierez d'un accompagnement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 points. Nous vous offrirons également un bonus de bienvenue. Mais je ne souhaite pas m'attarder sur ce sujet pour le moment. Je voulais simplement vous donner un aperçu, car nous disposons également d'une intelligence artificielle dont nous reparlerons dans quelques instants. D'activer de nouvelles fonctionnalités. Toutes les personnes qui rejoindront cette équipe recevront également des bonus afin que cette intelligence artificielle puisse les aider dans de nombreuses tâches qu'elles n'ont généralement pas le temps d'effectuer. Cette automatisation leur permettra notamment d'entrer en contact avec de nombreuses personnes afin de leur présenter cette opportunité. Autrement dit, il s'agit d'un avantage supplémentaire que nous offrons à toutes celles et ceux qui rejoindront notre activité. Voici notre lien de parrainage. Je vais le publier dans le groupe Ananon. Je vous invite donc à rejoindre notre équipe. Nos 12 premiers filleuls directs constitueront le noyau de notre grande équipe. C'est avec ces 12 premiers partenaires directs que nous mettrons en place tous ces bonus.
Ne laissez donc pas passer cette opportunité. Continuez à regarder cette vidéo, car nous allons maintenant vous présenter tout ce que nous avons découvert au cours de notre enquête sur Hachnet. Très bien, je pense que nous sommes prêts. Après avoir examiné cette curiosité et constaté que le service d'assistance fonctionne parfaitement, nous pouvons maintenant passer au sujet principal. Hachnet à la loupe. Nous allons analyser la structure de l'entreprise qui se cache derrière cette marque Wayne. Et il est très important que vous compreniez cela, pas? Nous vivons à une époque où tout le monde parle de crypto-monnaie, de minage, d'intelligence artificielle et de liberté financière, Mais nous vivons aussi à une époque où existent des escroqueries, des promesses exagérées et des projets qui disparaissent du jour au lendemain. Nous avons nous-mêmes connu des expériences très difficiles par le passé. Et je sais que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo se souviennent également de ces entreprises qui nous ont fait perdre notre crédibilité auprès de notre équipe. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé d'adopter une approche différente. Je ne vais pas vous demander de me faire confiance. Je ne vais pas vous demander d'investir. Je ne vais pas non plus vous dire que Hachnet est une entreprise parfaite. Ce que je vais faire, en revanche, c'est vous montrer des informations publiques, des documents officiels et des preuves que chacun peut consulter par lui-même. Mon objectif n'est pas de vous convaincre. Mon objectif est d'enquêter. Et après avoir examiné tous ces éléments, ce sera à vous de tirer vos propres conclusions. Commençons donc. Qui se cache derrière Hachnet? Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à l'échelle internationale, la première question que nous devons nous poser n'est pas combien d'argent elle promet de faire gagner. La première question doit être qui est légalement responsable de cette entreprise. Dans le cas de Hachnet, la réponse figure dans les documents juridiques publiés par la société elle-même. Prenons quelques instants pour les examiner. Nous nous trouvons sur la page de la politique de confidentialité de l'entreprise. Vous pouvez visiter le site officiel de Hachnet, Hachnet Einspanton. Dans la section En politique de confidentialité, revenons au début de la page afin que vous puissiez vous faire une idée. J'apprécie beaucoup le design du site. Je trouve qu'il est particulièrement réussi. Ensuite, descendez jusqu'au bas de la page. Sur le côté droit, vous trouverez le lien En politique de confidentialité MC. Cliquez dessus. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il vous suffit de traduire la page. Nous y trouvons un élément très intéressant. L'adresse de l'entité responsable y est clairement indiquée. Oui, vous pouvez la voir à l'écran. Dans les conditions d'utilisation et dans la politique de confidentialité publiée par la plateforme, Hachnet identifie explicitement Welfare Corporation Limited comme l'entité qui exploite officiellement la marque Princy. Autrement dit, Hachnet ne se présente pas simplement comme un nom commercial ou comme un simple site Internet. Hachnet est une marque employeur. C'est une marque, et derrière elle, se trouve une entreprise légalement enregistrée. Examinons cela de plus près. Cette société est enregistrée dans l'un des centres d'affaires les plus importants au monde, Hong Kong. Je vais faire une petite pause pour vous le montrer sur la carte. Ouvrons Google Maps ou Voici l'adresse. Nous allons la copier directement depuis la page. Voici l'adresse de l'entité. Elle est parfaitement indiquée et nous pouvons la localiser. C'est un lieu qui existe réellement, chers amis. Le voici. Ah, c'est bien cette adresse. C'est l'immeuble où est située l'entité qui représente la marque Hachnet. Et cette entité est implantée à Hong Kong. Parlons maintenant un peu de Hong Kong. Hong Kong fait bien entendu partie de la Chine. Regardons cela les lois. Tant qu'on ne fait pas ses propres recherches, on ne découvre pas ce genre de choses intéressantes. Nous sommes ici à Hong Kong. Et voici l'adresse de l'entité responsable de Hachnet. Alors, qu'a donc Hong Kong de si particulier? C'est un point qui a particulièrement retenu mon attention, et nous allons l'examiner ensemble. Beaucoup de personnes entendent le nom Hong Kong et pensent immédiatement à la Chine. Et c'est en partie exact. Hong Kong fait partie de la République populaire de Chine, mais, sur le plan juridique, son fonctionnement est très différent. Hong Kong est une région administrative spéciale. Cela signifie que, selon le principe connu sous le nom de Ulbiahaeka, un pays, deux systèmes Yuan, elle bénéficie d'un très large degré d'autonomie dans les domaines économiques, commercial et juridique. Elle possède sa propre monnaie, le dollar de Hong Kong. Elle dispose de son propre système juridique. Et elle applique ses propres règles commerciales.
Retenez bien ce point. En outre, Hong Kong conserve un système juridique fondé sur la Hong's Common Laws, c'est-à-dire le droit coutumier d'origine britannique, différent de celui appliqué en Chine continentale. En revanche, les questions liées à la défense nationale et à la politique étrangère relèvent du gouvernement central chinois. Mais ce petit territoire possède une caractéristique tout à fait particulière qui lui confère une place unique sur la scène internationale. Autrement dit, lorsqu'il est question d'entreprises, de contrats, de commerce, d'arbitrage ou d'investissements internationaux, Hong Kong fonctionne selon un cadre juridique qui lui est propre. Et cela change complètement la perspective. Je me suis donc posé une question. Pourquoi autant d'entreprises internationales choisissent-elles Hong Kong? C'est précisément ce que j'ai cherché à comprendre. Et c'est là que nous découvrons l'un des aspects les plus intéressants de toute cette enquête. Lorsque nous observons les grandes entreprises internationales, je parle bien des grandes entreprises internationales, nous constatons que beaucoup d'entre elles sont implantées à Hong Kong. De nombreuses entreprises possèdent des entités enregistrées à Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong est, depuis plusieurs décennies, l'un des principaux centres financiers du monde. Sa position stratégique relie l'Asie, l'Europe, les Amériques et le reste de la planète. Elle dispose d'un système financier particulièrement développé. Elle compte de nombreux professionnels spécialisés dans le commerce international. Elle permet la libre circulation des capitaux. Elle bénéficie d'un système fiscal relativement simple. Et elle offre un environnement économique largement reconnu par les investisseurs, les banques et les entreprises internationales. Mais il existe un autre élément encore plus important. Mais un chemin aussi de la loi encore plus important. Le système juridique de Hong's Common Law, appliqué à Hong Kong, est parfaitement connu des entreprises internationales. Cela signifie que les avocats, les juges, les arbitres et les sociétés de nombreux pays comprennent parfaitement le fonctionnement des contrats conclus dans ce cadre juridique. Et cela contribue naturellement à instaurer un climat de confiance pour les activités commerciales à l'échelle internationale. Parlons maintenant un peu de l'arbitrage commercial international. Il existe une particularité de Hong Kong que beaucoup de personnes ignorent. Pour être honnête, je l'ignorais moi-même. Hong Kong est l'un des principaux centres mondiaux d'arbitrage commercial international. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Imaginons qu'une entreprise d'Amérique latine signe un contrat avec une société située en Asie. Aucune des deux ne souhaite dépendre exclusivement des tribunaux du pays de l'autre. Elles conviennent donc que tout litige éventuel sera réglé par un arbitrage à Hong Kong. Les décisions arbitrales rendues à Hong Kong peuvent être reconnues et exécutées dans plus de 170 juridictions ayant adhéré à la Convention de New York. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que des milliers de contrats internationaux désignent Hong Kong comme juridiction compétente pour résoudre les différents points. Non pas parce que c'est le seul endroit possible, mais parce qu'il existe une longue tradition juridique et commerciale reconnue à l'échelle internationale. Voyons maintenant ce que cela signifie pour notre entreprise, Ashnet. Et ici, nous devons être très précis. Le fait que Ashnet désigne Welfare Corporation Limited comme son entité exploitante ne démontre pas automatiquement que Cela ne démontre pas que toutes ces activités soient couronnées de succès. Cela ne prouve pas non plus, à lui seul, la rentabilité de l'entreprise. En revanche, cela montre un élément important. Ashnet a choisi de structurer sa marque sous une juridiction internationale largement utilisée pour les opérations commerciales. Autrement dit, l'entreprise aurait pu rester totalement anonyme. Elle aurait également pu fonctionner uniquement à travers un simple site Internet, comme le font de nombreuses sociétés. Elle aurait pu dissimuler l'identité de l'entité responsable. Elle aurait pu faire ce choix, mais elle a décidé d'identifier publiquement une société enregistrée à l'international. Et cela apporte, vous en conviendrez, un niveau supplémentaire de transparence institutionnelle par rapport à une plateforme qui ne mentionne aucune entité juridique. Par ailleurs, cette société est désignée comme responsable des contrats conclus avec les utilisateurs ainsi que de la gestion des données personnelles, conformément à la documentation publique publiée par Ashnet elle-même.
Je vais d'ailleurs vous le montrer. Lorsque nous consultons le site officiel, nous trouvons la politique de confidentialité. Vous pouvez la lire vous-même. Elle décrit clairement les informations que l'entreprise collecte. Tout est expliqué de manière transparente. Elle précise également la façon dont ces informations sont utilisées. Tout est rédigé de façon claire. Rien n'est dissimulé. On y trouve également des informations concernant les communications par courrier électronique, le partage et la divulgation des données, leur durée de conservation, leur sécurité, les transferts internationaux de données, ainsi que les droits des utilisateurs. Autrement dit, l'entreprise ne cherche pas à cacher ces informations. Elle fait preuve de transparence quant à son mode de fonctionnement. Je souhaite vous montrer une nouvelle fois la carte, car cet endroit m'intéresse beaucoup. À présent, mes amis, cette société est désignée comme responsable des contrats conclus. Mais cela signifie également qu'elle fournit un point de référence juridique concret pour ses activités internationales. Et, pour ma part, cela m'inspire un sentiment de transparence. Pourquoi une entreprise technologique choisirait-elle Hong Kong? Nous trouvons ici une explication que l'on rencontre fréquemment chez les entreprises internationales. Aujourd'hui, une entreprise moderne n'a pas besoin que l'ensemble de son infrastructure soit installée dans un seul pays. Il est tout à fait possible que l'entité juridique soit basée à Hong Kong, que la gestion soit coordonnée depuis un autre pays et que les centres de données soient répartis dans différents endroits du monde. De la même manière, les fermes de minage peuvent fonctionner sur plusieurs continents et les clients peuvent être répartis dans des dizaines de pays. Ce modèle d'organisation n'est pas une situation inhabituelle. Il s'agit d'un modèle d'organisation courant chez les entreprises qui développent des technologies à l'échelle internationale. Du point de vue de l'organisation de l'entreprise, il est donc tout à fait logique que Ashnet utilise une société enregistrée à Hong Kong pour structurer juridiquement ses activités. Cela ne signifie pas que toutes les machines se trouvent à Hong Kong. Cela signifie simplement que l'entité juridique qui représente officiellement la marque y est établie. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la structure juridique. Mais une entreprise internationale a besoin de bien plus qu'une simple entité enregistrée. Elle a besoin d'une infrastructure. Elle a besoin d'une infrastructure. Elle a besoin de centres d'exploitation. Elle a besoin de technologie. Elle a besoin d'implantation stratégique. Elle doit également être présente dans des régions où ces technologies sont disponibles. C'est ici qu'intervient un autre lieu mentionné sur le site officiel de l'entreprise. Je parle de Dubaï. Pourquoi Ashnet a-t-elle choisi d'établir une partie importante de sa présence internationale à Dubaï, l'un des pôles technologiques et financiers connaissant la plus forte croissance au monde? C'est précisément ce que nous allons examiner maintenant. Pourquoi Dubaï? Lorsqu'une entreprise technologique décide de se développer à l'international, elle ne choisit pas ses implantations au hasard. Elle recherche des endroits offrant des infrastructures solides, une stabilité économique, des investissements dans les nouvelles technologies et un environnement favorable à l'innovation. C'est précisément pour cette raison que Dubaï est devenu l'un des principaux centres mondiaux de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des actifs numériques. Ces dernières années, le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place des politiques destinées à attirer les entreprises de haute technologie. Et je voudrais vous le montrer. Nous n'allons pas seulement en parler. Je vais également vous le montrer directement sur le site officiel de l'entreprise. Ici apparaît la NC. La voici. Nous pouvons la voir très clairement. Autrement dit, nous parlons également de centres de données, d'intelligence artificielle, de blockchain, de cloud computing et de services financiers numériques. C'est pourquoi Dubaï accueille aujourd'hui certaines des entreprises technologiques les plus importantes de ce secteur. Ashnet a d'ailleurs présenté publiquement une partie de sa présence aux Émirats arabes unis à travers des vidéos, des installations, des réunions d'entreprise et l'intégration de nouveaux équipements de minage. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, l'entreprise a inauguré cette nouvelle installation. Permettez-moi de vous montrer ces images sans aucun montage vidéo, uniquement les séquences originales. Cela montre que l'entreprise maintient une présence visible au sein de l'écosystème technologique de cette région. Je me suis alors posé une autre question. Le minage de crypto-monnaies est-il légal aux Émirats arabes unis?
C'est l'une des questions qui m'a le plus intéressé au cours de cette enquête. Point 2 de cette enquête. Et la réponse est particulièrement intéressante. Les Émirats arabes unis ne considèrent pas le minage de crypto-monnaies comme une activité illégale. Bien au contraire, les autorités fiscales ont publié des règles spécifiques concernant le traitement fiscal applicable aux activités de minage. Cela signifie que le gouvernement reconnaît officiellement cette activité au sein de son économie. Il existe même des réglementations précisant les lieux où cette activité peut être exercée. Par exemple, à Dubaï, le minage est interdit sur les terrains agricoles afin de préserver l'utilisation appropriée des sols. Mais cela ne signifie pas que le minage soit interdit. Cela signifie simplement qu'il doit être réalisé dans des installations adaptées. C'est pourquoi Ashnet indique très clairement que ces opérations sont menées dans des infrastructures conçues conformément à toutes les normes de sécurité. Elle affirme également utiliser des technologies respectueuses de l'environnement et écologiquement responsables. Et c'est un point particulièrement important. Je voudrais maintenant ajouter une autre information. N'oubliez pas que nous avons également une présence aux États-Unis. Regardons la carte. Nous sommes sur le site officiel. La voici. Parlons maintenant un peu de cette région. Les États-Unis. Lorsque l'on parle de minage de Bitcoin, il y a un pays qui revient inévitablement dans toutes les discussions, les États-Unis. Depuis le départ d'une grande partie des activités de minage hors de Chine au cours des dernières années, les États-Unis sont devenus l'un des principaux centres mondiaux du minage de Bitcoin. Oui, vous avez bien entendu. Les États-Unis sont aujourd'hui l'un des plus grands pôles de minage au monde. De grandes entreprises y exploitent des milliers de machines réparties dans différents États, exactement comme nous l'avons vu hier. Il est d'ailleurs facile de constater cette réalité. Ashnet affirme disposer d'une infrastructure connectée au réseau électrique des États-Unis. À ce jour, nous n'avons toutefois pas encore trouvé de documentation indépendante expliquant. À ce jour, nous n'avons pas encore réussi à identifier précisément quelles sont ces installations. Cependant, nous pouvons affirmer que les localisations mentionnées par l'entreprise correspondent à des régions où le minage industriel existe déjà depuis plusieurs années. Et si vous effectuez vos propres recherches, comme n'importe qui peut le faire, en utilisant ChatGPT ou d'autres outils de recherche, vous trouverez des informations sur ces régions où se trouvent des fermes de minage. Il existe des entreprises très connues qui opèrent dans ces zones. Tout indique que c'est également dans cette région que nous retrouvons les images des fermes de minage présentées. Nous constatons que, dans la plupart des cas, ce sont les mêmes entreprises qui apparaissent. Hier, nous avons vu les 5 entreprises qui connaissent actuellement le plus grand développement mondial dans le secteur du minage de crypto-monnaies. Ces entreprises sont installées dans ces régions et ce sont précisément les installations que l'on retrouve généralement dans ces endroits. Tout porte à croire que, dans les régions où Ashnet affirme disposer d'une infrastructure, il est également possible de constater la présence d'installations appartenant à d'autres acteurs du secteur. C'est pourquoi je n'ai aucun doute sur le fait que ces grandes zones dédiées au minage accueillent également des infrastructures liées à notre entreprise. Très bien. Nous arrivons maintenant à l'une des découvertes les plus intéressantes de toute cette enquête. Au cours des dernières années, l'Éthiopie est devenue l'un des pays les plus attractifs pour le minage de Bitcoin. Quelle en est la raison? C'est très simple, l'énergie. L'importante capacité de production hydroélectrique développée par le pays a permis de proposer une électricité à des coûts compétitifs pour les industries à forte consommation énergétique. Des entreprises internationales ont commencé à installer des infrastructures de minage en profitant de cet avantage. Ashnet présente l'Éthiopie comme l'une de ses localisations stratégiques. Et lorsque nous analysons le contexte international, nous constatons que ce choix est parfaitement cohérent d'un point de vue technique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un emplacement choisi au hasard. C'est l'un des nouveaux pôles de développement du minage numérique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de documentation indépendante confirmant spécifiquement les opérations de Ashnet dans ce pays. Cependant, nous avons trouvé de nombreux éléments démontrant que l'industrie du minage connaît réellement une croissance importante dans cette région. Cela renforce la cohérence géographique des informations publiées par l'entreprise. Très bien. Alors que nous approchons de la dernière partie de cette vidéo,
Parlons maintenant un peu de la technologie qui se trouve derrière HNET. L'un des éléments qui distingue le plus HNET est la manière dont l'entreprise présente son système de minage. Nous en avons également parlé hier. L'entreprise explique qu'elle utilise différents algorithmes afin de travailler simultanément avec plusieurs crypto-monnaies telles que Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin CV, Caspa et Zcash.io. Selon HNET, son intelligence artificielle analyse en permanence laquelle de ces chaînes offre la meilleure rentabilité. Au lieu de laisser l'utilisateur devoir étudier le marché chaque jour, comme le ferait un trader professionnel, le système réalise lui-même cette analyse automatiquement. Point. Autrement dit, il existe une automatisation derrière l'ensemble de ce processus. Lorsqu'une opportunité plus rentable est détectée, le système dirige la puissance de minage compatible vers l'algorithme concerné. Ensuite, le résultat obtenu est converti en Bitcoin avant d'effectuer la distribution correspondante. D'un point de vue technologique, ce modèle est particulièrement innovant et présente une certaine logique. L'optimisation dynamique des ressources est une pratique utilisée dans différents domaines de la technologie. Bien entendu, la rentabilité annoncée par l'entreprise doit être considérée comme une information fournie par HNET elle-même, tant qu'il n'existe pas d'audit technique indépendant permettant de la confirmer. Cependant, le concept opérationnel décrit possède une cohérence du point de vue informatique. Ayant également des connaissances dans le domaine de la programmation, je peux dire que ce type d'architecture est parfaitement compréhensible. Parlons maintenant un peu du back-office. Il ne s'agit pas uniquement de ce que l'utilisateur voit sur l'interface principale. Nous trouvons également des aspects très intéressants dans la manière dont ce système a été développé. Du point de vue de la programmation, le projet présente une structure cohérente et fonctionnelle. Très bien. Faisons maintenant une pause concernant l'enquête géographique, les entités juridiques et les fermes de minage. Parlons un peu de YakiQ, qui apparaît comme le visage public et la PDG de cette marque. Dans le cas de HNET, comme je l'ai mentionné précédemment, YakiQ est le nom présenté comme la PDG de l'entreprise. Les profils publics disponibles indiquent qu'elle a étudié à l'Université de Californie à Santa Barbara et qu'elle a commencé son activité dans le secteur des actifs numériques vers 2017. Par la suite, son nom apparaît associé à des projets tels que TokenTok et HeavenFine avant la création de HNET. Les informations publiées montrent une évolution progressive vers des systèmes de plus en plus automatisés. Cela signifie que HNET représente, selon cette trajectoire, l'intégration entre le minage numérique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve qui contredise l'identité publique de ce dirigeant. Bien au contraire. YakiQ maintient des profils professionnels publics et participe à des présentations liées à l'entreprise. Cela peut être vérifié. De plus, il existe un autre élément très important. L'entreprise ne fonctionne pas à travers des personnes totalement anonymes. Je le répète, l'entreprise n'agit pas par l'intermédiaire de personnes complètement anonymes. Il existe un fondateur publiquement identifié qui associe son image professionnelle au projet. Et nous l'avons vu personnellement sur le site des opérations, en train de présenter la technologie de l'entreprise. C'est un élément qui mérite d'être pris en considération lorsque chacun évalue s'il souhaite ou non investir à ce moment précis. Nous arrivons maintenant au test final. Après avoir analysé les registres d'entreprise, les juridictions internationales, l'infrastructure, la technologie et le parcours public du fondateur, il reste une dernière vérification. Comment pouvons-nous confirmer qu'un utilisateur a réellement reçu ses fonds? La réponse se trouve dans la blockchain. C'est ici que nous trouvons l'une des plus grandes forces de tout écosystème basé sur les crypto-monnaies. Les transactions ne dépendent pas uniquement de ce qu'une entreprise affirme. Elles sont enregistrées publiquement. Et c'est l'un des grands avantages des systèmes décentralisés. C'est pourquoi je propose d'effectuer un retrait directement depuis HNET. Si je parviens à le réaliser dans cette vidéo, je vous montrerai tout le processus. Si cela n'est pas possible, je le ferai dans la prochaine vidéo. Ainsi, vous pourrez suivre étape par étape toute la procédure permettant de retirer vos fonds, c'est-à-dire le retour de votre investissement. Je vous montrerai exactement la demande de retrait, l'arrivée des fonds sur mon portefeuille électronique et la vérification publique de la transaction sur l'explorateur blockchain. À partir de ce moment-là,
cela ne dépendra plus de moi. Cela ne dépendra pas non plus de Hashnet. Cela dépendra uniquement de la blockchain elle-même. Et n'importe quelle personne pourra vérifier ces informations de manière indépendante. Très bien. Nous sommes maintenant dans mon back-office. Accédons à cette section. N'oubliez pas que nous diffusons pour toute la communauté d'Amérique latine, pour toutes les personnes qui nous suivent en Espagne et également pour celles qui nous regardent depuis les États-Unis. Très bien. Nous sommes sur l'écran de retrait. Maintenant, officiellement, mon portefeuille est déjà activé. Rappelez-vous qu'il a été enregistré hier et qu'il fallait attendre 24 heures pour que mon adresse Bitcoin soit ajoutée à la liste des adresses autorisées. Par conséquent, je peux maintenant effectuer un retrait. J'ai mon téléphone en main. Je vais ouvrir l'application Trust Wallet. Parfait. Elle est déjà ouverte. La voici. C'est ma Trust Wallet.c. Comme vous pouvez le constater, à ce moment précis, elle n'a encore reçu aucun dépôt. Très bien. Nous sommes ici. J'ai mon portefeuille USDT. Il figure déjà dans la liste des adresses autorisées. Mais ce que je souhaite faire maintenant, c'est effectuer un retrait en Bitcoin. Je sélectionne BTCY. Suivant, ouais. Maintenant, je dois indiquer le montant du retrait. Les frais du réseau sont de 1,5%. Intéressant. Ouais. Vérifions le solde disponible. Le solde est de 8,5. Nous allons utiliser le montant de 8. Maintenant, nous devons renseigner l'adresse du portefeuille. Très bien. Il suffit maintenant de la sélectionner. Tour. Je sélectionne Bitcoin. Suivant, When, Ta, Mile, Or. Ici, les frais du réseau apparaissent à 1,36%. Si je reviens à l'écran précédent, nous voyons qu'auparavant, il était indiqué 1,5%. Maintenant, le système affiche 1,36%. Je vais saisir le montant de 0,004 BTCY. Parfait. Maintenant, je vais entrer l'adresse du portefeuille. Je prends mon téléphone, moi. Je souhaite recevoir ce Bitcoin sur ma Trust Wallet. Parfait. La voici. C'est exactement la même adresse Bitcoin que celle enregistrée sur la plateforme. Je vais maintenant effectuer le retrait. Le système me demande mon mot de passe ainsi que le code d'authentification à 2 facteurs. Les frais de 1,5% sont déjà définis. Il me suffit maintenant d'ouvrir Google Authenticator.c, d'entrer mon mot de passe, puis de saisir le code de vérification. Très bien. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Confirmer. Parfait. Voilà. La demande de paiement a été envoyée avec succès. Ici, nous pouvons le voir dans l'historique. Le retrait est en cours de traitement. Je viens d'effectuer un retrait en temps réel devant vous, tous. Le montant est d'environ 8 $. À cet instant, la transaction est en cours de traitement. Donc, mes amis, dès que le résultat sera disponible, je vous montrerai une capture d'écran. Dès que les fonds apparaîtront dans la Trust Wallet, comme pour toute transaction sur une blockchain, celle-ci doit passer par un processus de confirmation. Plusieurs vérifications sont effectuées sur le réseau. Selon le portefeuille utilisé et conditions de la blockchain, plusieurs confirmations peuvent être nécessaires avant que les fonds deviennent disponibles. Donc, je viens d'effectuer un retrait de Hashnet vers la Trust Wallet. Le montant envoyé était de 0,00004 BTC. Dès que j'aurai la confirmation définitive, je partagerai le résultat avec vous. Je veux que vous constatiez qu'il n'y a rien de caché ici. Notre objectif est que vous appreniez et compreniez le fonctionnement de l'ensemble de ce processus et que vous sachiez qu'il est possible de retirer les ressources que vous générez depuis votre back-office. Sur ce, nous terminons cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec nous pendant tout ce temps. Dans la prochaine vidéo, nous nous consacrerons spécifiquement à vous montrer comment travailler à l'intérieur du back-office Pana. Je vous expliquerai comment gérer votre compte, comment développer votre activité, comment rechercher de nouvelles personnes. Comment travailler avec les différents niveaux de la structure. De la structure. Comment ajouter des personnes à votre équipe. Et tous les autres détails liés au fonctionnement du back-office. Je vais donc vous laisser ici. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de partager ce contenu à travers Golden Family, qui est également une plateforme éducative créée
afin que nous puissions grandir ensemble et faire la différence. À la prochaine. Au revoir, au revoir.